Le Mali salué pour ses efforts dans son processus de stabilisation, c'était ce matin lors de l'ouverture en Côte d'Ivoire de la 44e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une opportunité saisie par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta de décorer les troupes de la CEDEAO qui ont participé à la libération de notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Bienvenue à ce journal. Ouverture ce matin en Côte d'Ivoire de la 44e session ordinaire du sommet de la CEDEAO. Une occasion pour le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Alassane Ouattara, de saluer les efforts du Mali dans son processus de stabilisation. Notre chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a aussi saisi cette opportunité pour décorer les troupes de la CEDEAO qui ont participé à la libération de notre pays. Nos envoyés spéciaux sont Amadou Sankaré et Adama Kamara. C'est la salle de conférence de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui abrite les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une rencontre qui a un caractère spécial, puisque 2 ans après la crise que le Mali et la Guinée-Bissau ont connue, l'heure est au bilan. S'agissant du Mali, le président en exercice de l'institution a loué les efforts accomplis par les autorités maliennes et le peuple malien dans la résolution de la crise. L'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta le 11 août 2013, avec près de 78% des voix exprimées, a consacré une transition politique réussie au Mali. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais vous renouveler à nouveau nos félicitations. Je demeure convaincu qu'en mutualisant nos efforts, nous parviendrons à garantir notre espace communautaire un environnement de paix et de sécurité durable. Nous pourrons ainsi réaliser notre rêve commun de bâtir la CEDEAO des peuples dans un espace de progrès, de développement et de démocratie. Nous avons tenu à tirer sereinement et en toute lucidité les leçons de la crise malienne. Nous l'avons fait d'abord au sein des institutions de la communauté, puis au cours d'une retraite qui a regroupé toutes les parties prenantes et nos partenaires extérieurs. Cette réflexion a abouti à la formulation de propositions pertinentes qui vous seront soumises à travers le rapport du Conseil de médiation et de sécurité. Dans le cadre du dialogue inclusif, des avancées certaines ont été enregistrées. Sous le leadership du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été porté à la magistrature suprême à la suite d'élections libres et transparentes, le Mali se redresse, consolide ses institutions et se remet de ses blessures à travers la mise en œuvre de programmes de réconciliation nationale et de développement. Nous nous félicitons de la signature le 18 février dernier à Bamako du mode opératoire sur le cantonnement des groupes armés avec le concours de la MINUSMA. Afin de consolider ces avancées dans la mise en œuvre de l'accord préliminaire de Ouagadougou, nous encourageons vivement la poursuite de manière résolue des efforts en cours en vue d'un dialogue inclusif visant la conclusion d'un accord politique global. En ce qui concerne la Guinée-Bissau, la CEDEAO suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans ce pays et mettra tout en œuvre pour que la Guinée puisse se relever. Nous sommes aussi en passe de rétablir la normalité constitutionnelle et démocratique en Guinée-Bissau, avec l'organisation des élections présidentielles et législatives le 13 avril prochain, c'est-à-dire dans 2 semaines. Nous engageons les autorités de transition en Guinée-Bissau à assurer la sécurité et à créer les conditions de la pleine participation de tous les acteurs politiques et de toutes les couches de la société à la vie politique. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a saisi cette occasion pour décorer les troupes de la CEDEAO pour avoir contribué à la libération du Mali. Général de corps d'armée Soumaïla Bagayourou, président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, au nom de la République du Mali, nous élevons
à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali. Un moment plein d'émotions. Et le chef de l'État a tenu à remercier chaleureusement ses pairs au cours de la conférence. Il a également réitéré son appel aux groupes armés pour qu'ils rejoignent la table de négociation. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Je n'ai pas manqué de souligner nos préoccupations qui demeurent, à savoir que nous sommes encore loin d'une stabilisation à hauteur de souhait. Et je dis également notre volonté, notre détermination à faire en sorte que le Mali se réapproprie le dossier. Et cela, je pense, a été fait d'ailleurs parce que le premier ordre du jour comportait la question malienne. Le président Ouattara a estimé que le Mali n'était plus le sujet principal de préoccupation, qui avait tenu en haleine les sommets précédents, qu'il fallait donc parler peut-être du Mali, mais pas en faire un cas absolument de grande préoccupation, préoccupation essentielle, ce que nous avons beaucoup apprécié. Ça veut dire donc qu'une page est tournée quelque part. Il y a donc un modus operandi nouveau qui voit le Mali se approprier le dossier, bien sûr, qui continuera à bénéficier du concours de nos pays frères de la CEDEAO et d'autres initiatives, d'autres bonnes volontés, pour que vraiment, à terme, nous arrivions vraiment à trouver une solution la plus souhaitable possible à cette crise du Nord Mali. Et donc, notre réunion se déroule sous de bons auspices. Monsieur le Président, par rapport au dialogue inclusif tant demandé, où en sommes-nous aujourd'hui? Mais nous sommes toujours de bonne volonté. Ceux qui tournent à travers le monde pour dire n'importe quoi, pour demander des armes, je l'ai dit, ne sont pas des gens de bonne volonté. Ils ne veulent pas la paix. Nous voulons la paix. Et nous l'avons dit sur tous les toits, récemment encore, à l'occasion du 26 mars, on m'a vu réaffirmer mon souhait et ma volonté de paix en appelant nos frères de la rébellion à venir autour de la table pour qu'ensemble, nous envisageons un avenir radieux pour notre peuple dans toutes ses composantes. Et je demeure sur cette crête-là. C'était un véritable bonheur pour la décoration des troupes de la CEDEAO. Ça a été un grand moment d'émotion. Je pense que ceux qui ont mérité de l'Afrique, de la patrie africaine, et singulièrement du Mali, à l'heure du mérite, doivent être honorés. C'est ce que nous avons fait au nom du Mali. À noter que lors de cette session, les chefs d'État et de gouvernement vont élire un nouveau président de la conférence des chefs d'État en remplacement du président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ici, à Bamako, le gouvernement a publié un communiqué suite à un article paru sur le site du quotidien français Le Monde. Pour vous livrer ce communiqué donc, le porte-parole du gouvernement, le ministre Maman Babi, à mes côtés. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans un article du journal français Le Monde, daté du 28 mars 2014, sous le titre « La justice sur la piste du parrain des parrains », diffusé sur le site internet du dit quotidien, les journalistes Gérard Davé et Fabrice Lhomme affirment que plusieurs chefs d'État seraient impliqués dans le système Tomi, en citant le nom du président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Cet article vise à salir l'honneur d'un homme, Ibrahim Boubacar Keïta, dont les valeurs d'intégrité et de rigueur morale n'ont jamais été remises en cause, et ce, par qui que ce soit. Mais au-delà de la personne du chef de l'État et de l'institution qu'il incarne, il veut jeter le discrédit sur les efforts inlassables de toute une nation pour sortir d'une crise sans précédent. C'est pourquoi, ayant pris toute la mesure de cet article, le chef de l'État a pris la tâche d'avocats maliens et français afin d'étudier toutes les suites judiciaires possibles, y compris en termes de mesures urgentes et à titre conservatoire. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, pour ces éclairages.
Direction la primature où le Premier ministre a reçu en audience le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger et le ministre allemand de la coopération économique et du développement. Avec le premier, il a été question des investissements de l'ABN au Mali qui se chiffrent à plus de 57 milliards de francs CFA. Quant au second, la coopération entre nos deux pays était au cœur des échanges. Mohamed Diarra, compte rendu. L'Allemagne est un allié sûr du Mali en matière de décentralisation. Cet ami du Mali a apporté son soutien à notre pays pour le retour de la paix à travers l'EUTM. Aujourd'hui, l'Allemagne ambitionne d'accroître et de diversifier sa coopération avec le Mali. Et pour cela, le volume de son aide financière devrait s'accroître dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le Premier ministre et le ministre allemand de la coopération économique et du développement. Lors d'une conférence des bailleurs de fonds, l'Allemagne, avec sa coopération au développement, avait déjà annoncé des engagements à hauteur de 100 millions d'euros. Nous avons l'intention d'aller au-delà de ce montant-là, mais pour cela, nous avons encore besoin de l'accord du Parlement allemand, du Bundestag allemand. Je vais faire une proposition irrélative dans ce contexte. Aujourd'hui, nous avons pu lancer le premier centre vert en Afrique et nous sommes très contents de constater que le Mali, le gouvernement malien veut aussi favoriser le développement de structures locales dans le secteur agricole, dans le sens d'une augmentation de la productivité. À la primature, l'on a également parlé de l'avenir du fleuve Niger avec ses 4200 km, dont 1700 au Mali. Aujourd'hui, il est question pour les États membres de l'autorité du bassin du Niger de prendre soin de cette sève nourricière. Et c'est ce que les autorités maliennes ont compris. Le Mali s'acquitte correctement de ses cotisations. Voilà ce qui justifie la visite du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger au Mali. Le général-major Collins Iyekire est venu féliciter et encourager de vive voix le Premier ministre. L'ABN a investi beaucoup au Mali pour un montant qui va jusqu'à 57 milliards de francs CFA. Et donc, comme je l'ai dit, Mali est un pays très important de l'ABN. En ce qui concerne les contributions, le Mali a payé ses contributions à temps. Sur les 57 milliards, près de 8 milliards ont été investis dans la région de Gao et Tombouctou pour lutter contre l'ensablement dans le bassin du Niger. Cette visite intervient donc au moment où l'ABN entame la deuxième phase du programme de lutte contre l'ensablement. Le secrétaire exécutif souhaite que cette seconde phase soit un succès comme la première, qui a permis de recouvrer plus de 30 000 hectares de terre. Et pour atteindre l'objectif fixé, le général Iyekire demande aux États membres de s'acquitter régulièrement de leurs cotisations. Et toujours avec le ministre allemand de la coopération qui s'est rendu à Koulikoro puis à Tienfala. Il était l'hôte du maire de cette commune rurale et du ministre délégué chargé de la décentralisation. À Koulikoro, le ministre allemand a procédé à une signature de convention et à Tienfala, il a visité les réalisations faites par l'Allemagne dans le domaine du développement communautaire. Brahima Kone a suivi la visite. La visite du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, Collins Iyekire, se veut un cadre de reconnaissance des efforts fournis par notre pays. Elle a permis de mesurer les réalisations faites par l'ABN. Le projet de protection du fleuve Niger qui a motivé le déplacement de Collins Iyekire à Koulikoro touche l'ensemble des communes de la 2e région qui sont riveraines du fleuve Niger. Il s'agit de protéger les berges, les bassins versants immédiats, l'appui institutionnel et des mesures d'accompagnement. Ce projet, il a deux effets fondamentaux qu'on vise. Un effet pour préserver le fleuve Niger, qui est l'artère nourricière du Mali, comme on le dit souvent. Je remercie l'APN pour ce travail qu'ils ont effectué à la berge de Souban, qui est une source de développement pour notre commune. Sans eux, alors cette partie qui est dégradée ne serait pas exploitée. Ce projet entend contribuer à la sauvegarde de l'écosystème du fleuve Niger par la réduction de l'ensablement et de l'érosion hydrique. Un financement de la République fédérale d'Allemagne à près de 6,6 milliards de francs CFA. We are here in Mali
Nous sommes ici au Mali, qui est un très grand pays membre de l'ABN, et nous les remercions pour le travail qu'ils font pour l'ABN. Nous sommes ici à Koulikoro dans le cadre du projet de protection des berges du fleuve Niger, et donc nous avons aussi beaucoup d'autres projets au Mali, comme à Mopti, et nous avons aussi le programme de lutte contre l'ensablement du fleuve Niger. Le visiteur a aussi salué et remercié les autorités du pays pour les efforts fournis au sein de l'ABN. Le Mali est considéré, selon Collins Yegiré, comme un bon exemple. Il dira également que même en temps de crise, notre pays s'est acquitté de ses engagements. Voilà, c'était plutôt la visite du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, ABN, qui a visité les réalisations du projet de protection du fleuve Niger. Et nous allons rester à Koulikoro avec le ministre allemand de la coopération qui lui s'est rendu à Koulikoro, puis à Tchenfala. Il était l'hôte du maire de cette commune rurale et du ministre délégué chargé de la décentralisation. Et on retrouve Brahima Kouli. À l'hyper-IFRA de Katibougo, un accueil de grand jour est réservé au ministre allemand de la coopération Gerd Müller, accompagné du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Mali, Moustapha Diko. Les deux ministres ont assisté à la présentation de l'hyper-IFRA et ont signé un accord de partenariat. Nous nous réjouissons que l'Allemagne ait toujours ce regard sur le Mali et que le premier des 10 centres que l'Allemagne va organiser en Afrique, que le premier soit installé au Mali. Nous avons choisi le Mali comme notre partenaire pour mettre en œuvre le premier centre vert d'innovation pour les chaînes de valeur ajoutée, le premier centre de 10 centres verts que nous voudrions mettre en œuvre en Afrique. Les ministres ont échangé sur le renforcement de la collaboration entre le Mali et l'Allemagne dans les domaines de la formation et de la recherche. Maliens et Allemands ont visité les laboratoires de l'hyper-IFRA. Ici, le chemin de production de vitroplans de bananiers et celui de semences de pommes de terre étaient les centres d'intérêt. Cette visite du ministre allemand de la coopération fait la fierté du directeur général de l'hyper-IFRA et lui donne l'espoir de voir son école plus que jamais performante. Bientôt un nouveau siège de l'UEMOA au Mali. La nouvelle a été donnée cet après-midi par le président du comité interparlementaire de l'UEMOA lors d'un entretien avec le président de l'Assemblée nationale. Le président Issaka Sidibé a ensuite reçu le vice-président de la BEAD, notre compatriote Bassari Touré. Récit d'audience avec Fatoumata Kone. Le vice-président de la BOAD était venu présenter son institution au président de l'Assemblée nationale. M. Bassari Touré a annoncé les secteurs dans lesquels son organisation compte investir au Mali. La Banque ouest-africaine pour le développement va s'impliquer dans l'économie malienne à travers également l'appui aux petites et moyennes entreprises. Nous avons vraiment l'engagement et le souci d'appuyer à fond le Mali qui vient de sortir d'une crise. On peut le faire de plusieurs façons. Il y a de grands projets d'infrastructures de routes, d'énergie et dans le domaine du secteur agricole aussi. On peut appuyer le secteur privé, on peut même appuyer les moyennes entreprises aussi. Quant au président du comité interparlementaire de l'UEMOA, il était chez le président de l'Assemblée nationale pour parler de l'ouverture prochaine du siège de son organisation au Mali. Un siège devant abriter les parlementaires de l'UEMOA à Bamako. Le président du CPI UEMOA a aussi donné une brochure au président de l'Assemblée nationale, un document dans lequel figure le statut et règlement de son organisation. Que nous venions quand même lui faire la courtoisie et profiter pour opposer les problèmes réels du CIP. Fondamentalement, ces problèmes sont d'abord la question de notre siège, qui jusque-là prévu à Bamako, continue d'aller à son rythme. On aurait souhaité quand même qu'un coup de pouce soit donné à la réalisation de cette infrastructure. Profitant de cette occasion, Issaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale, a réaffirmé son implication personnelle pour la réalisation des activités citées. Nous sommes à l'Assemblée nationale, restons-y. Hier, 4 projets de loi
ont été votés à l'unanimité par les députés. Il s'agit essentiellement des projets de loi relatifs à l'adduction d'eau potable de Kabala et du district de Bamako. Mahamadou Doumbia nous en parle. 4 projets de loi étaient à l'ordre du jour de cette première session extraordinaire de la 5e législature. Le premier projet de loi en date du 6 janvier 2014, signé entre le Mali et la Banque islamique de développement, est relatif au financement du projet d'adduction d'eau potable de Kabala. Le second projet de loi signé entre le Mali et l'Association internationale de développement concerne le financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Le troisième projet de loi signé entre le Mali et le Fonds africain de développement est relatif au financement du projet d'approvisionnement en eau potable de Bamako à partir de la localité de Kabala. Et enfin, le quatrième projet de loi en date du 16 décembre 2013, signé entre le gouvernement du Mali et l'Agence française de développement, concerne le financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala. Ces projets de loi ont été l'objet de discussions faisant référence aux mesures d'accompagnement, à des études préalables sur le terrain et aux problèmes de pollution des eaux, la préservation du fleuve Niger et la pénurie d'eau potable dans les quartiers périphériques de Bamako. Quelles sont les autres solutions complémentaires envisagées pour qu'à l'horizon 2018, toutes les populations de Bamako puissent bénéficier de l'eau? Là où vous prenez l'eau, un jour il n'y aura plus d'eau. Il s'agit de ce fleuve Niger. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous donnerez à ce fleuve Niger? En réponse à toutes ces questions, le ministre rassure. C'est la première phase qui couvre le déficit à 78%, mais la deuxième phase prévue pour 2020 prend entièrement en charge l'ensemble des déficits. Ce qu'on peut faire de bien au fleuve, ça c'est des dispositions qui sont en cours au niveau de l'organisation régionale, l'ABN, l'autorité du bassin du Niger. Il y a quand même des dispositions de préservation du fleuve Niger. C'est un sentiment de satisfaction, parce qu'étant moi-même président de la commission, qui avait été saisi au fond pour l'examen de ces projets de loi de ratification, et en constatant vraiment l'adoption de ces projets de ratification avec tant d'intérêt, ça ne fait que me réjouir. Ça fait 177 milliards 500 millions à peu près, et ça seulement pour la première phase. Mais je pense que ce volume d'argent n'est pas du tout de trop quand on voit un peu le défi auquel cette somme-là est dédiée. Ces 4 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par 120 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Et justement, par rapport à ces travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, ils ont pris fin ce matin. Au cours de la dite session, les parlementaires ont voté plusieurs projets de loi et renvoyé 4 autres à la prochaine session prévue pour le 7 avril 2014. Le reportage de Agali Ag Adissa. Plusieurs actions ont sanctionné les travaux des députés au cours de cette session extraordinaire. L'un des actes majeurs de cette session, c'est sans doute la prestation de serment des membres de la Haute Cour de justice que nous avons désignés. Nous avons évidemment voté des lois, dont celle portant création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, celle portant ouverture de crédit à titre d'avance pour l'exercice 2013, les lois relatives au projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako et enfin la loi relative à l'étude de faisabilité de la construction de la route Kidal-Timiaoun, longue de 365 km. Au total, nous avons adopté 7 projets de loi et renvoyé 4 à la prochaine session. Les élus entendent mener d'autres activités pour redonner à notre pays sa place d'antan sur la scène internationale. Dans quelques jours, la 6e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie marquera à la fois la fin de la suspension de notre pays dans cette instance, mais aussi l'occasion de retrouver la place qui a toujours été la nôtre dans les instances internationales. Le choix de l'Assemblée nationale pour abriter le lancement du rapport mondial sur l'éducation, élaboré avec l'appui de l'UNESCO, est également l'illustration de tout l'espoir que porte le peuple sur ses représentants. La prochaine session démarrera le 7 avril prochain. À noter que le président de l'Assemblée nationale à la tête d'une importante délégation de parlementaires maliens quitte Bamako ce soir
Pour Bujumbura, dans la capitale burundaise, Isaka Sidibé va participer du 3 au 5 avril prochain à la 6e conférence des présidents d'assemblée de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. La participation du Parlement malien à cette 6e conférence de l'APF marquera la fin de la suspension de notre pays dans cette instance. Elle sera aussi l'occasion pour le Mali de retrouver sa place et de poursuivre le rôle important qu'il a toujours joué au sein des instances internationales, notamment celle de la francophonie. À présent, ce chiffre, 400 millions de francs CFA, c'est l'aide octroyée par le gouvernement aux sinistrés de l'incendie qui a frappé le marché rose de Bamako, celui de Médine et le marché de Kola appelé Worosougou. L'annonce a été faite ce matin aux commerçants par le ministre de tutelle Abdelkarim Konaté. Pour une meilleure gestion de ce fonds, une commission sera mise en place. Les explications, c'est avec Ramata Konaté. Suite à cette série de sinistres, le ministre du Commerce revient avec une bonne nouvelle pour les victimes. En effet, le gouvernement met à leur disposition 400 millions de francs CFA en guise d'assistance. C'est surtout un sentiment de soulagement, mais au-delà du sentiment, raisonnablement, il faut dire que le gouvernement a tenu son rôle. L'argent sera utilisé de manière qu'il puisse renforcer la réactivation des flux d'échanges économiques que l'incendie a perturbés. L'accès à cette aide du gouvernement est conditionné à une gestion concertée du côté des commerçants. Il s'agit surtout de s'assurer de la répartition judicieuse de ce fonds. Pour ce faire, une commission sera mise en place. Dans tous les marchés de Médine, aussi bien le marché de Kola, aussi bien que le marché rose, il faut quand même qu'on puisse vérifier les listes qui ont été données, est-ce qu'elles sont exactes, elles ne sont pas exactes, est-ce qu'il y a des erreurs, il faut les corriger. En attendant, les commerçants ont été informés des dispositions en cours pour le recasement des sinistrés et des déguerpis. Les regards sont à cet effet braqués sur les halles de Bamako et les 21 sites répertoriés dans les 6 communes du district de Bamako. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et l'ensemble des membres du bureau félicitent le gouvernement de la République du Mali d'avoir secouru à travers un geste de solidarité significatif de 400 millions de francs CFA l'ensemble des commerçants victimes des incendies des marchés de Solo-Traoré de Médine, marché de Kola de la Gare et marché rose, marché central. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali assure le gouvernement que la subvention ainsi accordée conformément à ses instructions sera effectivement utilisée pour en faire un véritable acte de développement et invite toutes les parties intéressées à s'employer à cette fin. Et toujours par rapport à ce don du gouvernement, le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinakodon, remercie le gouvernement d'avoir perçu au-delà de ses préoccupations gouvernementales en cette période de récession une volonté de faire valoir la solidarité légendaire du peuple malien en octroyant aux victimes des 3 marchés du district de Bamako la donation de 400 millions de nos francs. Cette donation est maintenant un symbole de nos initiatives de solidarité, d'assistance que d'autres bonnes volontés pourront suivre. Tenue d'une assemblée générale hier à la Chambre de commerce du Mali, organisée par la coordination des associations et groupements de commerçants détaillants, elle consiste à échanger sur les nouvelles mesures visant à stopper la fraude de la cigarette en République du Mali. Lamine Keita nous en dit plus. À partir du 27 mars 2014, tous les paquets de cigarettes vendus au Mali doivent avoir les mentions suivantes: le tabac nuit gravement à la santé, fabriqué et vendu au Mali, avoir les teneurs en nicotine en goudron. Tout paquet de cigarettes qui ne porte pas ces mentions peut être saisi par les services compétents. Aujourd'hui, ces produits et cette loi et son décret, leur objectif c'est de protéger au maximum les consommateurs. Nous ne sommes pas informés d'abord de l'application de cette loi. Donc c'est pour cette raison que nous avons tenu une assemblée générale avec la SONATAM et la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord dans le cadre de la répression. Nous sommes d'accord parce qu'on a fait plus de 50 ans de répression
ça n'a pas résolu nos problèmes de fraude. Le président de la coordination des commerçants détaillants souhaite un sursis de 2 mois afin d'informer et de sensibiliser les membres de son groupement. Les commerçants détaillants ont émis des craintes par rapport à leur approvisionnement correct. Sur ce point, les responsables de la SONATAM ont rassuré leurs partenaires. Retenez bien ce nom, Orabank. C'est désormais celui de la Banque régionale de solidarité BRS qui vient de changer de nom. Un groupe bancaire géré par une holding basée à Lomé. Par ce rachat, Orabank s'implante dans les 8 pays de l'UEMOA et 4 de l'Afrique centrale. La cérémonie de baptême s'est déroulée hier en présence de Mohamed Diarra. BRS devient Orabank. Avec le rachat du groupe Banque régionale de solidarité BRS, Orabank renforce son réseau. Il passe de 6 pays à 12, dont les 8 pays de l'UEMOA, et compte du coup une centaine d'agences. Tout comme les autres institutions financières, Orabank ambitionne d'offrir des services de qualité à ses clients tout en contribuant au renforcement du secteur privé. Très chers clients et partenaires, honorables invités, pendant 8 années, vous avez cheminé avec votre banque, la BRS Mali. Les choses n'ont pas toujours été faciles, mais nous vous faisons la promesse ici d'être plus réactifs à vos sollicitations, plus à l'écoute et promptes à vous accompagner dans un partenariat exemplaire et bénéfique pour tous. Pour votre fidélité, votre patience et votre confiance à chaque fois renouvelée, recevez, très chers clients et partenaires, notre profonde gratitude. C'est dans une atmosphère de joie et de convivialité que les partenaires de l'ex-BRS et leurs clients ont accueilli ce nouveau bébé. Le logo de la banque a été dévoilé au public par le groupe Boinzan à travers une prestation. Depuis 2013, Orabank détenait 51% du capital de la BRS. A précisé que Orabank est un groupe bancaire géré par une holding basée à Lomé. La BRS qui devient Orabank. Direction Koyena, dans le secteur de Bougouni, où les ministres de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le directeur adjoint de l'USAID chargé de la croissance économique, de l'éducation et de l'environnement viennent de visiter certaines réalisations. Alucine Touré est notre envoyé spécial. Les jeunes maraîchers, restaurateurs, savonniers, aviculteurs de Koyena ont ouvert leurs portes aux visiteurs. Les échanges ont porté sur le degré de détermination des jeunes entrepreneurs et surtout leur capacité de résilience après la fermeture du projet. J'avais beaucoup entendu parler du projet de Page Nieta. Les gens m'ont dit qu'il faut vraiment voir ce qu'ils font, c'est très très bien. Mais sincèrement, étant moi-même un professionnel du développement, je préfère voir, poser la question aux bénéficiaires sans intermédiaire. Et aussi, j'ai été impressionné par le fait que les gens savent qu'il y aura l'après-projet. Donc les gens sont préparés à ça. L'USAID se propose de créer 10 000 emplois jeunes à travers ce projet d'appui aux jeunes entrepreneurs Page Nieta. Nous connaissons l'importance qui revêt la question de l'emploi des jeunes pour le nouveau gouvernement du Mali, qui prévoit de sa priorité de créer 200 000 emplois pour les jeunes d'ici 5 ans. L'USAID, à travers le projet Page Nieta, s'est proposé de donner la compétence de base professionnelle et d'entrepreneuriat à 10 000 jeunes maliens. Page Nieta intervient dans les régions de Sikasso, Kaï et Tombouctou dans le domaine des activités génératrices de revenus. Il intervient en gros dans les domaines de l'agro-silvopastoral et de l'artisanat. Le projet prend fin en 2015. Retour à Bamako, cocktail à l'honneur de la lauréate du prix international de femmes de courage, notre compatriote Fatimata Touré. C'était hier soir à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Fatoumata Kone, reportage.
Au moment de l'occupation du nord du Mali, Mme Fatimata Touré, coordinatrice du projet GREFA, défendait publiquement ses sœurs contre les djihadistes. Elle dénonçait également les violations des droits de l'homme, une action qui l'a propulsée au rang des femmes braves du Mali vues du continent. Pour ce faire, elle a reçu des mains de Michelle Obama, la première dame des États-Unis, le prix international des femmes de courage. C'était le 4 mars aux États-Unis. Occasion également pour l'ambassadeur des États-Unis au Mali d'offrir un cocktail à celle qui s'est dévouée à la cause des sans-voix. Quel plaisir pour moi de féliciter Mme Fatimata Touré, l'une des 10 lauréates de l'édition 2014 du Prix international des femmes de courage. Ce prestigieux prix honore à travers le monde des femmes qui ont démontré un courage et un leadership exceptionnel dans le plaidoyer pour la paix, la justice, les droits humains, l'égalité entre les sexes et l'autonomie des femmes. Madame Touré a été honorée pour avoir risqué sa vie en défendant publiquement les droits des femmes et des enfants et en dénonçant les violations des droits humains pendant l'occupation du nord du Mali. L'une des 10 lauréates du prix international de courage, Madame Fatimata Touré, dédie ce trophée à toutes les femmes courageuses du monde. J'ai accepté ce prix avec beaucoup de fierté, Madame l'ambassadeur, et je le dédie à toutes les femmes maliennes, singulièrement celles du Nord qui ont subi la violence, l'humiliation dans leur chair et dans leur âme. Après la réception, Mme Touré a animé un point de presse. Les questions des confrères avaient trait à la nouvelle mission de la lauréate, sa position sur le pardon et l'impunité, la réconciliation, entre autres. À toutes ces questions, la désormais femme de courage répond: le pardon oui, mais l'impunité non. Félicitations encore à Mme Touré sur un tout autre plan. Un nouveau réseau pour la paix et le renforcement de la citoyenneté vient de voir jour au Mali. Le réseau s'appelle le Réseau des organisations pour une citoyenneté participative. Il a pour objectif de contribuer à l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit au Mali. Abdraman Maïga. Contribuer à l'ancrage de la démocratie et l'état de droit au Mali, tel est l'objectif visé par le réseau des organisations pour une citoyenneté participative. Cette organisation, qui regroupe en son sein plus d'une centaine d'ONG, est membre de la coalition des fédérations et ONG féminines CAFO. Bâti sur les fonds baptismaux, ce tout nouveau réseau qui vient d'être lancé entend désormais contribuer à l'éveil des consciences, promouvoir la citoyenneté et permettre à ses membres de se prononcer sur toutes les questions d'intérêt national. Le réseau, en choisissant volontairement de regrouper des organisations de femmes et de jeunes, veut montrer combien de fois ces deux groupes cibles sont importants dans la vie de la nation, mais aussi et surtout pour renforcer leur alliance stratégique, car ensemble, ils traversent des problèmes similaires et ou complémentaires. Ce réseau, qui se veut un espace d'échange pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, s'inscrit en droite ligne de la politique gouvernementale en matière de promotion des valeurs coutumières de notre pays. Pour atteindre cet objectif, le réseau axera ses interventions sur l'éducation, la formation et la sensibilisation des femmes et des jeunes sur les principes de la citoyenneté. Femmes du Mali, je pense que l'exemple de ce matin doit vous inspirer et vous encourager. En vous mettant ensemble, vous pouvez déplacer des montagnes. En vous mettant ensemble, vous pouvez servir valablement et dignement la nation malienne qui a besoin de vous. Les regards sont désormais tournés vers vous aussi. Vous disposez désormais d'un couteau à double tranchant. Soyez prudente, mais soyez efficace et efficiente et dévouée, car c'est le Mali d'abord. Ces 2 jours consacrés au programme de lancement du réseau seront mis à profit pour l'exécution d'un certain nombre d'activités, notamment une foire marchande, des jeux concours sur la connaissance du Mali et une conférence débat sur la paix et la cohésion sociale. Le budget 2014 de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, est estimé à plus de 30 milliards de francs CFA, dont une bonne partie sera consacrée à la réalisation de diverses infrastructures dans nos régions. C'est ce que nous dit Moïse Traoré. Les 17e et 18e sessions ordinaires du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT,
ont été consacrés à des aspects budgétaires et techniques. Nous constatons un fort taux de mobilisation des ressources par les collectivités territoriales. Le taux est autour de 97%. En revanche, la capacité des collectivités à réaliser les investissements, disons les projets dans le délai contractuel reste encore faible. Représentants de collectivités, partenaires techniques et financiers et départements de tutelle sont représentés aux travaux. Le budget de l'exercice 2014 que vous venez d'adopter se chiffre en ressources et en emplois à la somme de 30 milliards 361 498 423 francs CFA, soit une augmentation de 32% par rapport au budget 2013 de l'agence. Nous avons une série d'activités à mener, surtout au niveau de l'amélioration de la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales, la chaîne de la dépense publique, la qualité des investissements financiers dans le cadre du FNACT. Globalement, au niveau des ressources d'investissement, nous avons une augmentation d'environ 30% des ressources dédiées aux régions du Nord. Et tout ceci dans le cadre de la réhabilitation et la construction des infrastructures qui ont été quand même détruites. Au cours de la période 2011-2012, l'offre de financement a été de 17 970 millions. Une contribution qui a permis la réalisation de 1661 projets. Ouverture hier de la session ordinaire du conseil municipal de la mairie de la commune 4. Pendant les travaux, les conseillers municipaux passeront au peigne fin les différents points exécutés lors de l'exercice passé et adopteront des projets. Abdul Karim Kaba, compte rendu. En 2013, les recettes de fonctionnement de la mairie de la commune 4 étaient estimées à plus de 2,5 milliards de francs CFA. Avec 8 quartiers qui comptent la commune, ce budget a été réalisé à hauteur d'1,8 milliard, soit un taux d'exécution de 83%. C'est une session ordinaire, mais qui débat du problème du compte administratif du maire. Donc le compte administratif du maire, c'est la gestion du 1er janvier au 31 décembre du budget que le conseil a eu à voter pour mettre à disposition du maire pour l'exécution. Il s'agit de cela. En plus de ce budget, 5 autres points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire. Comme d'habitude, les sessions comme ça, il y a quand même des critiques et des suggestions, toutes choses qui vont avec la démocratie. Mais au final, je crois que le conseil municipal se comprend et je pense que ça va aller. Ils vont approuver à 100%. A noter que le compte administratif de la commune 4 devra être bouclé le 31 mars prochain. Apporter une assistance médicale et sociale aux femmes de Gao victimes d'exactions, c'est l'objectif du projet qui vient de lancer le collectif Cris de Cœur. Les activités de ce projet sont financées à environ 15 millions de francs CFA par les Nations Unies. La correspondance de Aïssata Saliou Meiga. Ce projet initié par les collectifs Cris de Cœur et partenaires vise à apporter une assistance médicale, psychologique et sociale aux femmes de Gao victimes de torture. Grâce au Fonds des Nations Unies généré par des volontaires, le collectif Cris de Cœur veut soutenir ces dames qui ont tant souffert au moment de l'occupation. Par ce geste, Cris de Cœur et les Nations Unies souhaitent donner un brin de bonheur et d'espoir à toutes ces femmes victimes qui ont lutté, qui ont résisté et qui continuent à se battre pour tenir le foyer. Car, comme disait un adage chez nous, la maison ne se repose pas sur le soubassement, mais plutôt sur la femme. Selon les autorités régionales, ces genres d'actions participent à la réconciliation. Je suis convaincu que la somme de telles initiatives et de telles actions contribue à réconcilier les cœurs et les esprits, qui est fondamental pour le développement. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a un autre défi, c'est le sous-développement. L'événement a vu la remise des kits de dignité à ces femmes victimes de torture. Le projet d'assistance médicale, psychologique et sociale a été financé par le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies contre les tortures à hauteur de près de 15 millions de francs CFA.
La localité de Tomina, dans la commune de Fakala, cercle de Djéné, sera bientôt comptée parmi les zones de grande production de pommes de terre. C'est en tout cas le souhait de Care International et de l'IER. Les deux partenaires ont introduit la pomme de terre dans la pratique paysanne de la localité. Ce test de démonstration a fait l'objet d'une journée porte ouverte dont nous parle Jules Sambou-Sissoko. Cette journée porte ouverte sur la pomme de terre et échalote à Tomina a surtout mis en exergue une chaîne de valeur. La pomme de terre, jusque-là, pas dans la pratique paysanne ici. Test démonstration de 3 variétés sur 3 des 30 hectares du périmètre villageois était au centre de cette journée. Le coup d'essai a été un coup de maître pour Care en intelligence avec l'IER et tout autour des producteurs déjà engagés à bien vulgariser l'essai. Nous sommes en train de faire une innovation et nous avons mis toutes les chances de notre côté pour réussir cette innovation. Et c'est pourquoi nous avons collaboré avec l'IER et la société Tchikeladjiki. Quand nous aménageons les périmètres irrigués, nous avons signé des cahiers de charges avec les communautés. Et les communautés se sont engagées à faire des cultures autres que les riz en contre-saison pour mieux valoriser les investissements. Nous avons voulu introduire ça en termes de démonstration sur le plan technique culturel jusqu'à la récolte, jusqu'à la conservation, pour que les années à venir, nos producteurs puissent s'approprier à faire un outil de travail. Ces parcelles qui fleurissent d'espérance témoignent de l'intérêt que les populations productrices accordent à l'introduction de la pomme de terre à Tomina. Je salue l'IER, la pomme de terre, une nouvelle variété que nous ne connaissons pas, comme vous l'avez bien dit. Effectivement, ça fait renforcer d'abord la capacité de nutrition, la production. Pour cette initiative, ça peut également aider à avoir un petit gain. Avec la collaboration Care-IER, la localité de Tomina est bien partie pour être une zone de grande production de pommes de terre dans les années à venir. Les acteurs culturels du Mali et leurs partenaires étaient en conclave au Centre Soleil d'Afrique. Il s'agissait de fêter avec éclat les 15 ans du centre qui œuvre pour la promotion des arts visuels. Le point avec Cheikh Oumar Sankaré. C'est dans une communion totale que les artistes et acteurs culturels se sont retrouvés pour célébrer les 15 ans du Centre Soleil d'Afrique. C'est là à travers une exposition d'œuvres d'art plastique intitulée « L'art au service de la réconciliation », exposition photo sur les 15 années d'activité de la structure et prestations musicales. Soleil d'Afrique est un centre créé en 1999 pour favoriser les échanges artistiques entre les artistes maliens d'une part et étrangers d'autre part. Ici, on fait la promotion des arts visuels au Mali. Cette promotion se fait par le biais des ateliers. Et les artistes peuvent venir faire leur création, leurs recherches sur Internet, tout ça. Le Festival africain d'images virtuelles artistiques en 2009, l'atelier Bogolan sur bois design en 2005, l'atelier Bogolan photo caravane d'artistes en 2003 sont autant d'activités dont le Centre Soleil d'Afrique peut se prévaloir. Autorités et partenaires du centre saluent cette dynamique amorcée au bénéfice de l'industrie culturelle du Mali face aux défis de l'heure. Il est avéré que dans un environnement marqué par des exigences professionnelles de plus en plus pointues, une compétitivité de plus en plus poussée, les centres de formation et les espaces d'animation culturelle ont un rôle capital à jouer pour le renforcement des industries culturelles et pour l'accès des populations aux biens et services culturels. Quand je pense au Centre Soleil d'Afrique, je pense à 3 mots-clés. L'innovation, la collaboration et l'inclusivité. Et ce sont les 3 mots-clés aussi pour notre fondation. Donc je suis encore plus fière qu'on est encore partenaire avec le Centre Soleil d'Afrique. Le Centre Soleil d'Afrique est un bel exemple d'entrepreneuriat culturel qui mérite d'être vulgarisé au bénéfice de la promotion culturelle au Mali et par-delà en Afrique. Et à signaler que la 3e édition du Festival international de Sélégué dénommé Urban Music and Mode a commencé hier par une visite de la cité artisanale et agricole par le sous-préfet de Kangaré. Ce vendredi a été marqué par une conférence débat animée par la directrice générale de l'ANASER sous le thème responsabilité de la jeunesse face à l'insécurité routière, notamment le port du casque. Nos envoyés spéciaux à Sélégué, à Loubé Koné,
Moussa Tidjane Kanté et Modibo Soirée reviendront plus en détail dans nos prochaines éditions. Sport, football, championnat national, Ligue 1 au compte de la 11e journée jouée hier au stade Modibo Keïta. La Somme et les deux beaux clubs de Mopti ont fait 3 buts partout, un duel qui a tenu toutes ses promesses entre les deux formations cherchant à rejoindre le peloton de tête. Mamoudou Dante. Le duel des mal classés n'a pas connu de vainqueur. L'association sportive olympique de Missira a été accrochée par les promis des beaux clubs de Mopti, 3 buts partout. Cette rencontre a été pleine en sensations et un festival de buts entre les deux acteurs. Après une première mi-temps de 0 buts partout, la seconde période a enregistré 6 buts, dont 3 de chaque côté. C'est le Debo Club de Mopti qui ouvre les hostilités à la 46e minute par Ibrahim Sissé. 4 minutes plus tard, sur penalty, la Somme égalise par Ibrahim Tandjougoura. Et depuis, ce sont des buts qui se succèdent dans cette rencontre. Finalement, la Somme et le Debo Club de Mopti se partagent les points. 3 buts partout, score final. Ça n'a pas marché pour nous. Depuis un moment, ça ne marche pas avec la Somme. Bon, on savait que le match allait être difficile parce que nous, on a beaucoup de blessés et puis dans ces derniers temps, l'équipe n'est pas en confiance. Quand tu joues contre les équipes qui sont en bas du tableau, il faut impérativement gagner. On était venu pour gagner, mais on a commis trop d'erreurs pour gagner ces matchs. Parce qu'en commettant trop d'erreurs, tu ne peux pas gagner le match. Depuis l'entame des matchs, on a essayé de chercher le chaos. Malheureusement, le match vient de se solder par un match nul. Vraiment, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ce match parce que c'était un match facile pour nous pour le gérer. Mais malheureusement, comme le football aussi a ses paramètres, donc on va se contenter de ce match nul. Ces deux formations doivent encore rehausser leur niveau de jeu pour la suite de cette compétition. La Somme reste toujours 9e avec 10 points et le Debo Club de Mopti est au bas du tableau avec 5 points au classement provisoire de la 11e journée. Point final à ce journal. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde, particulièrement en Côte d'Ivoire. Tout de suite, c'est la météo avec Abibatou Diakité. Bonsoir et à demain, même heure, même plateau, c'est-à-dire à 20h. Excellente suite de programme sur le RTN.